se déroule de façon publique. Vous avez une traduction simultanée, donc canal 1 pour le français et canal 2 pour l'anglais. Il y a encore des places là-bas. Monsieur le Président, je vois tous les collègues français prendre leurs écouteurs pour m'écouter parler français. Je pense que ceci est absolument parfait. Je vous remercie. Absolument. Monsieur le Président de la Knesset, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue devant notre Commission des Affaires étrangères. Is it okay for you? Yes, absolutely. Tout va bien. Tout. Et de saluer l'importante délégation qui vous accompagne. Je veux saluer Madame l'ambassadrice d'Israël en France. Je veux saluer Madame Ayelet Namias-Verban, députée. Je veux saluer le vice-président de la Knesset. Et je veux saluer le président du groupe d'amitié Israël-France de la Knesset. Votre homologue va nous rejoindre, Élise Flagelès, dans quelques minutes, mais elle sera présente pour cette audition. Monsieur le Président de la Knesset, vous êtes en visite officielle en France pour quelques jours, à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël et donc de nos relations diplomatiques, et à la veille de l'ouverture de la saison culturelle croisée France-Israël, qui se tiendra dans nos deux pays de juin à novembre et constituera une occasion privilégiée de rencontre entre nos peuples et nos cultures. Le lien qui unit nos deux pays est très fort. La France a participé il y a 70 ans à la création d'Israël et demeure très attachée à sa sécurité. Et nous coopérons aujourd'hui dans de très nombreux domaines stratégiques comme le contre-terrorisme, la cybersécurité, mais aussi la recherche, l'éducation, la culture. La présence d'un président de la Knesset parmi nous est, je le crois, une première dans l'histoire de notre commission. Je vous remercie donc vivement de votre présence. Et je veux former devant vous tous le vœu que cette rencontre soit utile, qu'elle nous permette d'échanger avec respect, mais avec franchise, sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Monsieur le Président, je veux vous dire nos inquiétudes. La décision du président Trump, soutenue par Israël, de se retirer unilatéralement de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien nous apparaît lourde de menaces sur la stabilité de la région. Un tel choix nous semble avoir plus de chances de déboucher sur le renforcement de tensions difficilement contrôlables, nous en voyons déjà les prémices, que sur un meilleur accord. Il nous semble essentiel, au contraire, de maintenir, de sauvegarder cet accord qui autorise un processus d'inspection utile sans faire obstacle à la poursuite de nos efforts d'encadrement du programme balistique et de la politique régionale de l'Iran. Cet intérêt à maintenir l'accord de Vienne a encore été rappelé hier à Bruxelles lors d'une rencontre réunissant l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Iran. Concernant le processus de paix au Proche-Orient, vous connaissez, Monsieur le Président, la position constante de la France en faveur d'une solution juste et durable avec deux États, Israël et la Palestine, aux frontières sûres et reconnues, qui permettent aux deux peuples de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, les négociations sont au point mort. Les tensions ont été ravivées depuis plusieurs semaines à Gaza et en Cisjordanie et se sont encore renforcées ces derniers jours dans le contexte particulier de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ces tensions ont donné lieu à une terrible flambée de violence à la frontière de Gaza, qui a fait de très nombreuses victimes civiles palestiniennes, 59 morts, au moins 2400 blessés. Le président de la République française a condamné
la violence des forces armées israéliennes contre les manifestants et a appelé tous les responsables à la retenue. Monsieur le Président, une nouvelle escalade dans la violence n'est dans l'intérêt de personne, d'aucun pays et d'aucun peuple. La responsabilité de chacun doit être d'éviter tout risque de nouveaux conflits, tout risque de nouvelles guerres, et de relancer le processus de négociation pour aboutir à une coexistence pacifique entre deux États et à la stabilité de toute la région. C'est le seul chemin qui existe, le chemin exigeant de la paix. Il n'y en a pas d'autre. Monsieur le Président, je vous laisse sans plus tarder la parole, puis les parlementaires vous poseront leurs questions, que j'anticipe nombreuses. Je sais que vous avez un entretien prévu avec le président de l'Assemblée nationale vers midi. J'invite donc chacun et chacune à faire preuve de concision pour permettre le maximum d'échanges. Monsieur le Président, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Chair, chers collègues. Chers collègues, malheureusement, je vais devoir parler en anglais parce que faire une présentation dans mon pauvre français serait horrible. Donc vous devez me pardonner et utiliser la traduction, l'interprétation. Merci, Madame l'ambassadrice, de nous permettre cette rencontre avec vous, Madame la Présidente, et je vois ici les membres de ma délégation, les présidents des groupes d'amitié, France-Israël, Israël-France, Elie Lalouf. Voilà, c'est une délégation multipartite avec les membres de la coalition au pouvoir et de l'opposition israélienne. Et comme vous l'avez tous mentionné, nous sommes tous très heureux d'être présents parmi vous aujourd'hui pour marquer la coopération parlementaire et la coopération en général entre nos deux pays. Nous arrivons ici du Sénat, d'un séminaire spécial sur l'innovation. Et si nous parlons de la diplomatie parlementaire, c'est une situation gagnant-gagnant d'avoir des parlements qui travaillent au nom de leurs citoyens à travers la coopération entre les parlements. Je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans la coopération pratique entre nos parlements au nom de nos pays, de nos nations. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et c'est exactement ce que nous tentons de faire ici. Dans 2 semaines, le président Macron et le Premier ministre Netanyahou vont officiellement lancer les cérémonies l'année croisée, la saison croisée, le nom que l'on utilise pour ce type de coopération. Donc, et je suis très heureux que ces événements-là se produisent. Nous pouvons faire beaucoup plus entre l'Union européenne et Israël. Je crois que cette commission a quelque chose qui connaît ce genre de choses. Nous serons plus qu'heureux si nous allons finalement pouvoir nous réunir et promouvoir une coopération correcte à nouveau. Ce n'est pas une demande, je crois que c'est une coopération qui est extrêmement importante pour les deux côtés. Madame la Présidente, vous avez soulevé plusieurs problèmes, plusieurs points, les points dont je voulais parler au cours de mes brefs commentaires avant de vous écouter, vous, ici. Je vais débuter par la question de l'ambassade à Jérusalem. C'était une semaine extrêmement émouvante à Jérusalem. J'étais très fier d'être présent aux cérémonies de l'ouverture, de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Un autre pays, le Guatemala, a ouvert il y a une demi-heure son ambassade à Jérusalem. La semaine prochaine, c'est le Paraguay qui inaugurera son ambassade à Jérusalem. J'espère et je prie que très près, dans un temps très proche, les pays européens vont suivre. Je crois que c'est tellement fondamental
de donner à un pays le droit de désigner sa propre capitale, que c'est finalement quelque chose qui, à mes yeux, aurait dû se produire il y a de très nombreuses années. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit ici aussi, et j'espère sincèrement que la position de beaucoup de pays changera à ce sujet. Pour des raisons un peu bizarres, il y a un lien. Nous sommes arrivés hier soir. Comme j'ai déjà confessé, mon français n'est pas très bon, mais j'ai regardé la télé hier soir et il y avait un lien direct, il y avait des directs un lien direct qui a été fait entre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis et les choses terribles qui se produisaient à la frontière de la bande de Gaza hier et le jour d'avant. Il y a plusieurs questions qu'il s'agit de poser. Tout d'abord, ce n'est pas une surprise. Je dois vous dire que dans plusieurs commissions de la Knesset, pendant des années, au cours des 2 dernières années, nous avons vu que le Hamas tentait d'organiser ce genre d'attaque sur les frontières, sur nos frontières, pour pouvoir avoir des activités terroristes dans cet environnement confortable de manifestations et de protestations. L'autre question, qui est beaucoup plus importante, serait comment se fait-il, si l'ambassade est inaugurée à Jérusalem, que Jérusalem et la Judée et la Samarie sont tranquilles. Il n'y a pas d'émeutes, il n'y a pas de protestations, il n'y a pas de manifestations. Bon, quelques petites attaques de terrorisme, mais c'est quelque chose avec lesquelles on vit. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ici ce que sont des attaques terroristes. Vous venez d'avoir ici quelqu'un qui a été poignardé à mort ici. Ça s'est produit en Allemagne, ça s'est produit ailleurs, et ça se produit à travers le monde entier. C'est horrible, mais ce sont des faits. Donc il faut comprendre que la situation à Gaza a très peu à voir avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est une action très bien planifiée du Hamas qui utilise les populations, y compris des femmes, des enfants, des adolescents, comme boucliers humains. Et ne me méprenez pas. En tant que père, en tant qu'être humain, en tant qu'être normal, quand j'entends et quand je vois ces reportages sur des gens qui sont tués à la frontière de la bande de Gaza, pour dire le moins, je ne suis pas heureux. Pas tous ne sont des terroristes. Beaucoup d'entre eux sont des terroristes. Nous essayons, qui tentent d'utiliser ces manifestations, qui eux tentent pour tuer des soldats israéliens s'ils ont de la chance, entre beaucoup de guillemets, de kidnapper des soldats israéliens ou de pouvoir attaquer des citoyens israéliens. Mais tous ne sont pas des terroristes. Et il faut connaître ces choses intéressantes. Lorsque on a vu des attaques suicides. À plusieurs reprises, on pouvait voir une scène horrible à la suite des attaques terroristes. Une mère, la mère de ces terroristes suicides, apparaissait à la télévision et disait « J'ai 5 fils encore. Je souhaite que tous puissent aller se faire exploser et tuer autant de juifs que possible. » C'est terrible, terrible. On n'entend pas ces choses-là aujourd'hui. Les gens qui manifestent vers les frontières sont dirigés vers les frontières. Ils ne sont pas contents d'être là. Le Hamas, en passant, n'a pas réussi à organiser une manifestation de 100 ou 200 000 personnes. Si ça avait été le cas, vous poserez la question, comment ça se fait que 100 000, 200 000 personnes manifestent? Non, on parle de milliers de personnes qui sont véritablement traînées devant les frontières. Et croyez-moi, ils ne sont pas très contents d'y être. La plupart d'entre eux ne sont pas très heureux d'être là. Donc, la situation dans la bande de Gaza elle-même, à juste titre, les gens sont désespérés. Ils ne voient pas d'issue. Voilà ce qu'ils font. Vous savez, à nouveau, je voudrais être honnête très brutalement. Madame la Présidente, vous savez, il ne faut pas se crier des slogans. Il faudrait avoir une discussion, il faut avoir une discussion calme et sérieuse. Aucun d'entre nous, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit de ma délégation ici, n'aimerait aujourd'hui changer sa place avec un résident de Gaza.
Les niveaux de vie sont incroyablement mauvais. La condition de vie se détériore là-bas. Israël est le plus grand contributeur pour pouvoir améliorer la situation. Des centaines de camions pleins de produits médicaux, de produits de base, passent par le port de Kerem Shalom, chaque jour, par la route, chaque jour, viennent d'Israël vers la bande de Gaza. C'est une situation qui semble absurde, parce qu'il y a 3 jours, les activistes du Hamas ont mis Kerem Shalom en feu et ont mis feu aussi à un conduit de gaz qui fournit du gaz à Gaza. Ça me semble absurde, ça me semblait absurde il y a 2 jours. Je me suis dit à nouveau, en tant que personne normale, mais comment ça se fait? Nous, on leur apporte des choses fondamentales pour leurs besoins fondamentaux et eux brûlent le checkpoint. Aujourd'hui, personne n'est surpris parce qu'il y a quelques heures, ils renvoient 2 camions d'équipement médical et de médicaments qui étaient déjà dans la bande de Gaza pour leurs propres blessés parce qu'ils ont découvert quelque chose d'horrible. Certains de ces équipements étaient marqués du tampon de l'armée israélienne. C'était de l'équipement qui a été pris à l'armée israélienne et envoyé à Gaza. Et ils l'ont renvoyé. Je pense que c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. La situation à Gaza est difficile. La population à Gaza n'est pas en bonne forme. Le Hamas est responsable de cela. Et à nouveau, je vais vous demander à réfléchir à cette même comparaison. En Judée-Samarie, l'autorité palestinienne, avec tous ses problèmes, et nous venons d'entendre il y a quelques semaines, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, prononcer un discours antisémite niant la réalité de la Shoah. Et merci que beaucoup d'entre vous, dans ce pays, ici en France, ont condamné ce discours antisémite. Mais eux coopèrent. Les standards de vie, le niveau de vie ne sont pas mauvais en Judée-Samarie. L'économie est stable. Est-ce que ça pourrait être meilleur? Bien sûr. Plus ils coopéreront avec Israël sur le plan économique, meilleur sera leur niveau de vie. C'est exactement la différence. Le coup d'État violent en 2002 où Hamas a pris le pouvoir, c'est là où Gaza a commencé à sombrer. Et je suggère fortement, si vous voulez aider les résidents de Gaza, il faut savoir comment ne pas répéter les erreurs que le monde fait en Syrie, pas en Israël. Et excusez-moi de lever le doigt, mais beaucoup de pays à travers le monde avaient des relations diplomatiques avec la Syrie pendant des décennies. Et quand il y avait des débats sur n'importe quoi, les gens d'Assad, au sujet d'Assad, tout le monde disait « Mais oui, c'est un leader stable, on ne peut pas interférer dans les affaires intérieures de la Syrie. » Maintenant, les gens sont surpris. Comment se fait-il que des centaines de milliers de Syriens sont morts et que Bachar el-Assad les tue à coups d'armes chimiques? On n'aurait jamais dû arriver à cette situation en Syrie. Il ne fallait pas regarder de l'autre côté et dire « Ah bah oui, bah c'est le Hamas, c'est comme ça. » Il faut savoir comment aider la bande de Gaza. Israël le fait. J'espère que beaucoup d'autres pays tiennent leurs promesses vis-à-vis de Gaza. Dernier point, et non des moindres, et j'essaierai de ne pas utiliser trop de votre temps, mais le point, c'est l'Iran. Et ici, je pense qu'il est légitime d'avoir une discussion approfondie sur la façon dont il faut traiter l'Iran. Une condition, il faut tous comprendre que l'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Je ne le dis pas en tant qu'Israélien, et oui, bon, probablement, je le dis en tant que Juif, qui est le fils de survivant de la Shoah, et j'ai cette tendance bizarre à croire que les gens et les pays
qui me disent qu'ils vont me détruire, qu'ils veulent le faire. Voilà, je suis comme ça, je les crois. Et quand les dirigeants iraniens disent au monde chaque jour que leur désir est de détruire l'État d'Israël, c'est ce qu'ils disent, publiquement, pas derrière à huis clos. Et les gens font semblant de ne pas l'entendre. Ben moi je l'entends. Donc j'espère que dans cette pièce, personne ne voudrait voir l'Iran en possession des armes nucléaires qui menaceraient non pas seulement Israël, mais toute la région, et en Europe aussi, et l'Amérique du Nord. Comment arriver à cela? Madame la Présidente, je ne pense pas qu'il y a un débat forcené entre la position des États-Unis et la France. Pardonnez-moi de penser ainsi, mais je pense que si les Européens veulent renégocier l'accord, comme ils disent vouloir le faire, il faut l'arranger ou l'annuler. Je crois que personne ne serait arrivé si ce n'était pas une déclaration du président Trump sur quitter cet accord. Si quelqu'un veut renégocier, c'est bon, c'est le bon moment. Vous savez, les Iraniens ne parlent pas aux Israéliens, vous le savez bien, Madame la Présidente. Donc s'il y a une occasion pour les autres pays de négocier et d'approuver des changements, c'est le bon moment. Mais une chose doit être claire. Il y avait quelque chose qui a été omis dans la présentation. Et c'est les documents que le Mossad israélien a saisis il y a 3 mois et a amenés en Israël, apportés en Israël et a présentés au monde. Et j'ai entendu les réactions, y compris ici, en disant « mais c'est des vieilles choses, c'est des vieilleries, c'est longtemps avant l'accord, c'est pas pertinent, c'est des nouvelles de l'avant-veille ». Ce dont nous parlons, lorsque nous parlons de limiter la capacité de n'importe quel pays d'arriver à l'armement nucléaire, on parle de 2 choses. Le processus d'enrichissement, pour certaines raisons, cet accord permet à l'Iran d'avoir des centrifugeuses, je ne sais pas pourquoi. Le Canada est un pays nucléaire, mais n'a pas de centrifugeuses. Si c'était véritablement pour du nucléaire civil, je ne sais pas, pour des besoins médicaux, pour de l'énergie, pourquoi a-t-on besoin de centrifugeuses? Mais il y a l'autre pilier ici, l'acquisition d'armements nécessaires, pertinents et de munitions pour créer la bombe et être capable de l'utiliser. C'est quelque chose qui a été totalement ignoré. Ça n'existe pas dans l'accord. Je n'utiliserai même pas le mot « ignorer ». Ça n'en fait pas partie, tout simplement. Ça ne fait pas partie des accords. Ça ne fait pas partie du système de contrôle, rien. Les documents prouvent que les Iraniens, par opposition à leurs mensonges quotidiens, essayaient et essayent tout ce qui est en leur pouvoir pour avoir cette capacité, pour acquérir cette capacité. Donc je vous suggérerais que, au lieu d'écouter mes explications, cette commission, ou probablement une autre commission pertinente, pourrait, dans quelques semaines d'aujourd'hui, inviter vos services secrets, les services secrets français, et leur poser la question, à huis clos, par exemple. Que pensez-vous, messieurs et mesdames des services secrets, de ces documents? Quelle serait leur position si, en 2015, ils auraient eu ces documents en leur possession? Quelle aurait été leur position? Je ne veux pas que vous fassiez confiance à ma parole ou à la parole des experts israéliens. Je crois que ce serait une bonne idée d'écouter à des gens de ce pays, des gens responsables de la sécurité de la France, et pas des gens en charge de la sécurité du Moyen-Orient ou d'Israël. Madame la Présidente, désolé si j'ai pris beaucoup de temps, mais voilà, vous avez posé des questions très très importantes et je serai plus qu'heureux d'écouter vos remarques et d'entendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Nous allons poursuivre nos travaux et je vais donner maintenant la parole aux représentants des différents groupes parlementaires. Nous allons essayer de poursuivre nos travaux dans le calme et sans manifestation excessive. Ça n'est pas utile, je pense. Je vais donner la parole aux représentants des groupes
politiques. Ils sont 7 groupes politiques à l'Assemblée nationale. Je vous proposerai d'y répondre rapidement ensuite, Monsieur le Président. Et ensuite, je donnerai la parole aux autres membres qui sont présents et qui la souhaitent. Je demande vraiment à chacun de respecter les 2 minutes de temps de parole pour le premier tour de parole. Et peut-être je demanderai au suivant de faire un petit peu moins pour que tout le monde puisse parler. Voilà, pour La République En Marche, Hubert Julien Laferrière a la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est évidemment une chance pour notre commission de pouvoir dialoguer avec vous, Monsieur le Président. Bien sûr, vous le savez, notre groupe La République En Marche soutient la position de la France et donc la condamnation par le Président de la République de la violence des forces armées israéliennes, ainsi que bien sûr la promotion de cette solution à 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité dans des frontières internationalement reconnues avec Jérusalem comme capitale des 2 États. J'ai été marqué lorsque j'étais au lycée par un livre de Georges Semprin qui raconte l'histoire de ce terroriste repenti, Netchaïev, qui rentre dans une librairie en Israël et qui voit la capacité de ce pays à être resté une grande démocratie alors qu'il est entouré d'États dont beaucoup veulent sa disparition. Et ça a effectivement marqué ma jeunesse. Mais c'est pour ça que lorsque je vous ai entendu, Monsieur l'Ambassadeur, et qu'il ne s'agit pas évidemment pour nous de soutenir le Hamas, il s'agit de s'interroger sur des décisions politiques prises par l'État d'Israël qui, de notre point de vue, ne contribue pas au but que nous recherchons tous, c'est-à-dire la paix entre Palestiniens et Israéliens et la stabilité dans la région. Donc je veux bien sûr parler du transfert de l'ambassade à Jérusalem, ainsi effectivement que la remise en cause de l'accord de Vienne. Et donc notre interrogation, c'est est-ce que ces 2 positions, ces 2 décisions politiques ne renforcent pas les extrémismes, les faucons en Iran, les extrémistes du côté palestinien, et donc ne contribuent pas au but, je crois ici, nous recherchons tous, c'est-à-dire la paix au Proche-Orient, la stabilité dans la région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour les Républicains, Didier Quentin. Oui, merci Madame la Présidente. Alors je tiens d'abord à m'associer aux paroles de bienvenue que vous avez prononcées à l'égard du président de la Knesset. Nous sommes très heureux de cette première rencontre et ça a été l'occasion pour nous d'écouter les explications du président. Car ce que l'on peut déplorer parfois, notamment dans nos médias, et Madame l'ambassadrice s'y emploie, c'est une certaine dissymétrie entre les positions des uns et les positions des autres. Alors, notre souhait de voir Israël et d'être attaché à la sécurité d'Israël dans des frontières sûres, reconnues et garanties n'est pas à rappeler. Sur l'ambassade à Jérusalem, on dit parfois que le président Trump est imprévisible, mais je me permets de corriger cette assertion, puisqu'il avait évidemment à plusieurs reprises dit dans sa campagne électorale et ensuite que c'était bien son intention. Ça a d'ailleurs été voté par le Congrès des États-Unis il y a pas mal d'années et les autres présidents s'y étaient aussi engagés. Sur l'affaire de Gaza, nous avons été très attentifs à vos déclarations et reconnaissons que vous apportez la plus grosse contribution pour améliorer la situation. Ce que vous avez dit sur ce qui est livré par Kerem Shalom nous a évidemment vivement intéressés. Et nous ne sommes pas dupes de certains agissements ou de certaines déclarations de Hamas. Vous avez rappelé l'autre jour les déclarations à forte teneur antisémite qui avaient été prononcées par M. Abou Mazem et que nous avons bien évidemment condamnées. Cela étant dit, il y a une certaine émotion devant la réaction israélienne, d'où cet appel à la mesure, à la retenue. Bon, alors on est tout prêt à écouter vos explications, mais nous sommes très vigilants à ce sujet. Et je voudrais, pour terminer, insister sur le caractère démocratique d'Israël. Nous avons été un certain nombre à assister à des réunions de la Knesset et nous avons toujours été très impressionnés par l'intervention des députés arabes israéliens qui ont la parole tout à fait libre. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Et nous avons la liberté de vous couper ici, monsieur le député. Pour le mouvement démocrate, Bruno Joncourt. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'Ambassadrice, Madame, Messieurs les députés. Merci Monsieur le Président d'avoir permis cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges
qui entretiennent les relations entre nos assemblées respectives. Indépendamment de ce que nous savons du fonctionnement et des missions du Parlement que vous présidez au service de la démocratie israélienne, beaucoup d'entre nous ont à l'esprit ce qui a caractérisé de grands moments de son histoire. Pour ma part, j'ai en mémoire avec émotion la visite du président Anwar el-Sadat le 20 novembre 1977 à l'invitation du Premier ministre Menahem Begin, membre, comme vous, du Likoud. Je me souviens du discours d'Anwar el-Sadat, de sa portée historique et des espoirs qu'il a suscités. L'esprit qui a inspiré à ce moment historique, peut-il en inspirer d'autres, de même dimension, de même portée, de même grandeur, dès lors qu'il s'agit de garantir la paix entre les peuples israéliens et palestiniens sur la base du respect du droit international, où tout espoir pour un avenir de paix, d'équilibre, de concorde et de justice est-il définitivement perdu et écarté? Monsieur le Président, y a-t-il encore dans votre pays et au sein du Parlement que vous présidez de grandes voix susceptibles d'engager cette responsabilité historique de mettre fin à la violence, à la haine, à l'humiliation et à l'injustice? La gravité de la situation à la suite des événements tragiques de Gaza ont souligné l'urgence absolue. Les destins brisés d'Anwar el-Sadat, d'Yitzhak Rabin, ne justifie-t-il pas, Monsieur le Président, que leur œuvre de paix soit rappelée, soit honorée et donc poursuivie? Merci beaucoup, Monsieur le député. Pour la Nouvelle Gauche, Christian Hutin. Oui, merci Madame la Présidente. En 2 minutes, il est très difficile d'avoir un point de vue politique cadré. Donc j'essaierai de mettre plutôt une note d'ambiance aussi, un sentiment. Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous accueillir dans un pays où même les ministres de l'Intérieur les plus sévères hésitent parfois à envoyer les forces de police quand des jeunes sont dans la rue, parce que nous avons eu quelques incidents dans des manifestations. Moi, je crois à l'imaginaire. Israël, dans l'imaginaire d'un Français de ma génération, c'est quelque chose. C'est, alors, pour les plus anciens, c'est Otto Preminger, c'est Exodus, c'est Paul Newman, c'est Eva Marie Saint, c'est Tsahal qui va, l'armée israélienne, qui va chercher ses otages courageusement. C'est une idée de défense, c'est le kibbutz, c'est les gens qui écoutent à la radio, le fait qu'Israël devienne un État. C'est un imaginaire qui a existé. Israël a, à mon sens, changé. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que cet imaginaire plutôt positif de ma génération et d'un certain nombre de gens, Tsahal, c'est pas tout à fait la même chose quand Tsahal tire sur des enfants. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait... J'ai regardé un reportage qui est passé à Arte il n'y a pas longtemps sur The Voice of Peace, d'Ebi Nathan, qui est quelque chose qui a marqué votre pays, qui était un Israélien qui défendait la paix. Sur sa tombe, il a marqué, il est mort dans la misère, son bateau a coulé, et il a marqué « J'aurais essayé ». Et donc, dans mon esprit, est-ce que vous n'avez pas envie d'essayer à nouveau une désescalade qui me semble extrêmement essentielle, parce que vous allez projeter le peuple palestinien qui est abandonné par les Arabes dans les mains de 2 empires potentiels, l'empire perse, l'Iran, et l'empire ottoman. Et là, il y a donc un risque. Voilà, je n'ai pas fait de déclaration politique, mais je vais vous donner un sentiment et j'aimerais que vous me répondiez sur ce sentiment. Je vous remercie. Pour UDI, Agir Indépendant, Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mon cher Yuli, bienvenue à Paris. Il y aurait tellement de choses à dire, je vais essayer d'être court. Moi, je peux vous dire que vous pouvez être fier en tant que représentant des 180 000 franco-israéliens qui m'ont donné un large mandat lors des dernières élections du peuple que vous représentez. On parlait de Tsahal, cette armée qui, cette semaine, a nommé 2 généraux. Un qui était gay et l'autre qui était d'origine arabe pour la première fois au plus haute fonction de l'armée. Vous pouvez être fier de votre pays qui défend la démocratie bec et ongle. Et je voudrais dire à mes collègues, quel pays aurait pu accepter dans la bande de Gaza, alors que vous êtes sortis jusqu'au dernier centimètre carré, déterré des cimetières, cassé des synagogues. Et j'étais contre, à titre personnel, ce désengagement,
Quel pays aurait pu soutenir d'avoir des hordes de terroristes? C'est comme si on avait des hordes de gens de Daesh qui veulent forcer la frontière et rentrer en Israël. Vous devez vous défendre. Comment pourrait-on demander des nouvelles concessions à Israël, de sortir de la Judée et de la Samarie alors que vous êtes sortis de partout et que le monde vous condamne? Il n'y a plus de raison de le faire. Israël est un état moral. L'Iran est un état qui veut le détruire et vous avez raison de vous défendre contre l'Iran. Les voisins d'Israël ne sont pas la Suisse, le Luxembourg ou le Liechtenstein. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, veulent détruire ce pays. Et je crois qu'il y a un espoir absolu, parce que beaucoup de pays arabes, aujourd'hui, commencent à avoir des relations avec Israël. Nous rêvons de la paix. Nous plairons la paix, tous, Français, Israéliens. Moi, j'aime plus que tout mon pays, mais je suis aussi extrêmement attaché à Israël. Je voulais vous dire, vous avez la morale avec vous. C'est vrai que les images sont difficiles, mais j'ai pas entendu. On a tué 400 000 personnes dans cette partie du monde pendant un an, pendant des années. Ça n'a pas fait plus que quelques lignes à chaque fois dans la presse. C'est vrai que 40 personnes sont mortes et ça fait mal. Mais que faire alors que vous avez des hordes qui traversent la frontière? Enfin, Jérusalem. Jérusalem, la capitale unique, unifiée du peuple juif que nous, peuple juif, avons pleuré pendant 2000 ans. J'aurais tellement aimé que nous, Français, arrêtons de voter des résolutions à l'UNESCO qui font du lieu le plus sacré du judaïsme, qui est le Kotel Amaravi, une mosquée. Aucune paix ne peut être basée sur un mensonge historique. C'est pour ça que vous avez ma bienvenue et je vous remercie de vos éclaircissements, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Pour la France insoumise, Clémentine Autain. Monsieur le Président de la Knesset, je voudrais avoir mal entendu comment vous, Président de la Knesset, pouvez-vous comparer les terroristes de Daesh avec les Palestiniens qui se battent pour leurs droits? Oui, les Gazaouis ne sont pas très contents d'être là, effectivement, et depuis le 30 mars, ils manifestent pacifiquement par milliers le long de la frontière pour le droit au retour et contre la dégradation de leurs conditions de vie. C'est parce qu'ils subissent un blocus imposé par Israël et l'Égypte depuis plus de 10 ans. L'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui a été décidée unilatéralement par Donald Trump, a en effet attisé leur colère et franchement, on peut les comprendre. Et vous, la réponse de votre gouvernement, c'est tout simplement l'armée qui a tiré dans la foule. Et le bilan ne cesse de s'alourdir, au moins 58 morts, qualifiés honteusement donc de terroristes par votre ambassadrice en Belgique et par vous à l'instant, et plus de 1350 blessés par balle et encore 2000 autres blessés. Donald Trump et M. Netanyahou ont du sang sur les mains, alors que selon l'ONU, les manifestants ne représentaient aucune menace imminente. Je vous ai écouté avec attention et vous déformez la réalité en décrivant les Gazaouis comme des marionnettes du Hamas. La vérité est tout autre. La société palestinienne est prête à payer le prix fort pour sortir de la prison. Les atteintes répétées contre la paix viennent du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Il encourage la colonisation, il enferme à tour de bras et prépare l'annexion de Jérusalem. Vous avez choisi la politique de la terre brûlée. Alors, Monsieur le Président, je crois que le gouvernement que vous soutenez ne peut s'exonérer indéfiniment des traités internationaux. Vous ne prenez pas le chemin de la paix et de la stabilité dans une région fortement menacée en refusant toute enquête et toute application des résolutions de l'ONU. Croyez-vous sincèrement que votre logique guerrière et méprisante pour le droit international peut apporter la paix dans votre région? Je pense aux Palestiniens, mais je pense aussi aux Israéliens. Merci. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, d'abord votre présence à l'Assemblée nationale est pour une cause noble et en cela elle est respectable, mais uniquement en cela. Je ne reviendrai pas sur la provocation concernant l'ambassade américaine. Je ne reviendrai pas sur les massacres, les 58 morts, les 2000 blessés à Gaza, sur les bombardements des positions iraniennes en Syrie, sans mandat, sur la détention de Salah Hamouri, citoyen français depuis août 2017, sur le fait qu'un peuple est enfermé et parqué dans la bande de Gaza. Si j'étais gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens, parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. Le blocus illégal de Gaza est encore en cours, et vous nous expliquez que seuls les Israéliens amènent de la marchandise à Gaza, mais il n'y a pas le choix. Aucun autre pays ne peut envoyer de la marchandise à Gaza. J'ai voulu aller à Gaza par la mer, ça a été impossible. Le Gaza est sous blocus.
Il y a la question des enfants prisonniers, il y a la question du mur, il y a la question de la guerre de l'eau qui mériterait que l'on discute. Il y a la question de la zone économique exclusive gazaoui. Bref, vous menez, comme vous l'avez fait avec l'opération Plomb durci à Gaza, et j'ai eu l'occasion de le dire directement au Premier ministre Ehud Olmert, vous menez une politique de terreur. Vous êtes un État terroriste dans votre comportement. Cette politique de terreur, nous devons la combattre et j'espère que l'actualité récente a donné à Israël le fait de gagner le Grand Prix de l'Eurovision. Ça veut dire que l'année prochaine, non seulement vous devrez l'organiser, mais vous devriez théoriquement accueillir des artistes. Je ne peux pas comprendre que des artistes d'Europe puissent aller dans un pays qui mène une telle politique. Et j'espère que la question sera posée pour l'organisation de cette manifestation. Ni artistes, ni sportifs. Comment les entreprises pourraient entretenir des relations encore avec votre pays? Comment mon pays va pouvoir sereinement organiser cette opération culturelle croisée entre Israël et la France? Je termine, Madame la Présidente, puisque Monsieur le Président a parlé de la bombe atomique iranienne. Peut-il parler de la bombe atomique israélienne? Peut-il s'exprimer sur ce sujet, puisque la présidente de la Commission des Affaires étrangères m'a mandaté avec Michel Fanger sur une mission sur la bombe atomique dans le monde, le traité de non-prolifération. Je profite de la présence du président de la Knesset pour essayer d'avoir des réponses. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le Président, voilà, c'était les interventions des 7 groupes politiques, majorité et opposition, dans notre Assemblée nationale. Je vous propose une première séquence de réponses pour pas plus de 10 minutes, parce que j'ai derrière près de 17 demandes d'intervention complémentaires. Yes, not more. Dear colleagues, thank you very Chers much for collègues, your merci beaucoup remarks, questions. pour vos remarques, vos questions. Je suis désolé, je ne vais pas répondre spécifiquement à chaque question. Je vais essayer de répondre en bloc à certains points que vous avez soulevés. On parle des décisions politiques de l'État d'Israël concernant l'ambassade et l'Iran. Mais tout d'abord, ce n'est pas une décision politique en ce qui concerne l'Iran. C'était la position israélienne depuis des années. Avant que l'accord ne soit signé avec les Iraniens. Au cours des négociations et après même, nous pensons que c'était un mauvais accord et les documents auxquels je me référais ont montré que cet accord, et c'est quelque chose qu'on ne peut dénier, était basé sur des mensonges. Zarif l'a dit très clairement et il l'a dit 2 jours avant la conférence de presse du Premier ministre sur les documents. L'Iran n'a jamais eu aucune intention de développer des armes nucléaires. Ses propres mots à la télé. Donc l'accord était fondé sur des mensonges, c'est notre position. Il doit au moins être renégocié et donc que l'on puisse prendre en compte les programmes d'enrichissement du carburant nucléaire, la question des armements, des armes balistiques et le soutien iranien au terrorisme. C'est très beau de les voir ne rien faire en termes de développement de l'arme nucléaire, mais d'un autre côté, on ne peut pas dénier le rôle qu'ils jouent en Syrie ou au Liban. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être débattu et renégocié. Non, ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas de la déstabilisation. Au contraire, c'est tenter de stabiliser la région. Et pour ceux qui pensent en tant que position israélienne, je ne pense pas que ce soit différent de la position saoudienne, égyptienne. Ils ont grosso modo la même vision sur cet accord. Et le transfert de l'ambassade, à nouveau, Jérusalem, selon la loi, est la capitale de l'État d'Israël. Il y a eu des ambassades de plusieurs pays. Et au cours du temps, ils ont senti que personne ne les soutenait. Et je pense que cette fois-ci, ça sera différent et qu'à nouveau, tous ceux qui expliquent que ça va ruiner le Proche-Orient, ça va créer la destruction, nous allons voir que ça ne va pas se produire. Et à nouveau, ce n'est pas simplement ma position, c'est un fait. Les choses qui se sont produites à Gaza n'ont rien à voir avec le transfert de l'ambassade. Au sujet de Gaza, il y a eu plusieurs références à ça. Il faut garder à l'esprit une chose.
Le Hamas n'est pas simplement à dire des gens « allez-y ». Non, ce n'est pas mes mots. Ils leur disent « vous devez aller contre Tel Aviv, contre Jérusalem ». Ce sont les slogans qui sont dits là-bas. Et en termes pratiques, c'est une bonne occasion pour eux d'avoir des activités terroristes. Vous savez, c'est montré à la télé. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir à chaque fois à la même rhétorique? Non, c'est des manifestations pacifiques. Non, on voit comment les terroristes placent des bombes. Maintenant, pendant que nous parlons, les soldats israéliens travaillent à démanteler des bombes et des mines qui ont été placées sur la frontière. Les bombes ne sont pas apparues en raison des manifestations pacifiques. Elles sont apparues parce que les terroristes utilisaient ces manifestations pacifiques. On dit que voilà, les Israéliens ont une politique horrible, ils tirent sur des gens sans défense. Je n'aime pas voir des adolescents sur lesquels on tire. Évidemment non. Mais il y a plus de 2000 ans, des gens intelligents à Rome ont posé la question très intéressante avant d'interroger les choses. Quid podest? À qui ça profite? Qu'est-ce qu'on gagne de ça, nous, Israéliens, si ce n'est des condamnations, des résolutions contre nous? Qu'est-ce qu'on y gagne? Rien. Nous avons quitté Gaza en 2005. Nous n'allons pas y retourner. Qu'est-ce qu'on gagne de tout ça? Le Hamas, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Quid podest? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Tout. Vous voyez, ce sont les dirigeants du peuple palestinien. Ils ne peuvent même pas être comparés à Daesh et à... Non, c'est les leaders des Palestiniens. L'attention du public, les manifestations contre Israël, les dommages à l'image d'Israël, ils gagnent tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question? Pourquoi on ne pose pas la même question? À qui ça profite? Et la réponse est absolument évidente. Nous ne gagnons rien. Nous voulons la paix sur la frontière. La dernière des choses que le Hamas veut, c'est le calme sur la frontière. Donc, on parlait d'initiatives de paix. Non, la paix n'est pas morte. Et feu Anwar el-Sadat a fait cet effort de venir à la Knesset. Nous avons marqué le 40e anniversaire de la visite de Sadat. Nous étions très heureux d'avoir l'ambassadeur d'Égypte à la Knesset au cours de cet événement. Regardez nos relations avec l'Égypte aujourd'hui. Oui, ça laisse à désirer. Mais ce n'est pas un état de guerre. Oui, il faut travailler beaucoup plus sur les opinions publiques. Oui, il y a des tendances antisémites dans la presse. Malheureusement, qui couvrent la chose d'une certaine manière. Et les universitaires sont encore dans l'état d'esprit du boycott. Mais il y a une coopération sécuritaire contre l'ennemi mutuel. Et c'est bon pour les deux États. Et c'est l'héritage de Sadat. Et j'espère que ça va se développer. Et non, la paix avec nos voisins n'est pas morte. Regardez ce qui se fait dans beaucoup de pays arabes. Et il faut comprendre que la coopération vient d'abord. Pourquoi est-ce que le porte-parole du Parlement, nous avons une délégation multipartisane ici, opposition et coalition. Je vous dis que quand je dis « nous voulons coopérer avec des parlements de tous les pays arabes sur des termes pratiques, de la même manière que l'on coopère avec les parlements européens », je vous le dis au nom de 90% des membres du Parlement. Et vous m'avez dit que je viens du Likoud, oui, c'est l'aile droite ou le centre droit. Nous voulons cette coopération. Nous ne sommes pas le problème, nous faisons partie de la solution. Et je voudrais voir la technologie israélienne, l'équipement médical israélien, pas simplement en Chine et en Afrique, je veux le voir aussi à côté de mes frontières, dans ma région. Et c'est faisable. Le simple fait qu'on n'ait pas d'accord de paix ou même de liens diplomatiques, ça ne veut pas dire qu'on doit se tirer dessus. Il y a d'autres façons de coexister. Une fois que nous y arrivons, à ce moment-là, les négociations politiques seront beaucoup plus possibles et beaucoup plus rapides à atteindre, disons-le ainsi. Israël a changé. Vous avez raison. Israël a changé en mieux. Durant les jours dont vous parlez, Israël n'avait pas beaucoup à offrir au monde. Aujourd'hui, il y a moins d'accidents sur la route dans le monde entier. Et comme vous l'avez dit, les gens en Chine ont moins faim et les gens en Afrique ont plus de médicaments parce qu'Israël a changé.
grâce à un simple fait que je n'ai pas mentionné. J'en suis désolé. Je vous prie de m'excuser parce que pour moi c'est évident. Je suis fier, comme vous le dites, d'être le président de la Knesset, du Parlement israélien. Parce qu'au cours des temps les plus compliqués, les plus difficiles, au cours des guerres, des attaques terroristes, l'instabilité, Israël n'a jamais abandonné le chemin de la démocratie, ne serait-ce qu'un instant. Même lorsqu'il y a eu un consensus le plus large en Israël, par exemple le transfert de l'ambassade à Jérusalem et la menace iranienne, il n'y a pas d'opposition. Bien sûr, il y a des voix qui critiquent et qui disent ceci ou cela, parce que c'est ce que c'est que la démocratie. C'est ça la démocratie. Et je suis très fier de ma démocratie. Et c'est ainsi que cela va rester. Et Israël, dans ce sens, a changé pour le mieux. Nous avons une démocratie encore plus excitante, encore plus vibrante, comme vous l'avez dit, vous qui avez visité la Knesset. Parfois, j'en souffre aussi en tant que président de la Knesset, mais je trouve que c'est comme ça que ça doit être et que ça doit rester. Dernier point, et non le moindre, je reviens à la question de à qui profite la situation. C'est très intéressant, cette question, parce que quand il y a une position sur certains points et que Israël doit être condamné, il faut pas, n'essayez pas de me tromper avec les faits, comme disent les gens. Pendant des années et des années, chaque fois que j'allais quelque part, même dans cette merveilleuse ville, je venais à des commissions politiques du Conseil de l'Europe, ici, à Paris. Et on me disait toujours, en raison des implantations, il n'y a pas de paix. En raison des implantations, les Palestiniens souffrent. En raison des implantations, vous êtes en train de détruire les règlements internationaux et la loi internationale. En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Il n'y a pas eu un seul juif, il n'y a pas un seul soldat qui est resté en la bande de Gaza. D'accord. Bon, alors, il n'y a plus d'implantation, mais voilà, ils sont encore du mauvais côté de l'histoire. Il n'y a rien à faire. Le fait est, et la réponse à tout ça, c'est que Israël doit être condamné en raison de l'implantation. La bonne réponse, c'est la bande de Gaza. Israël veut la coopération, veut la paix. Le Hamas ne le veut pas. Et pour résumer tout cela, certaines personnes disent ces jours-ci, les Américains ont perdu le droit d'être des intermédiaires de confiance au Moyen-Orient parce qu'ils ont transféré l'ambassade. Je voudrais poser une question légitime. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Comment se fait-il que ceux qui sont d'accord avec les Palestiniens, du côté des Palestiniens, qui suggèrent que Jérusalem n'a rien à voir avec le peuple juif et les racines juives, est-ce qu'ils peuvent être, eux, des intermédiaires de confiance, alors que eux, les Américains qui ont transféré l'ambassade de Jérusalem, perdent ce droit? Je crois qu'un intermédiaire de confiance doit écouter les deux côtés, au moins. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant donc donner la parole aux membres en leur demandant d'être brefs, s'ils pouvaient tenir 1 minute 30. Chacun des collègues pourront parler. Sans ça, je serai obligé de ne pas donner la parole à tous, puisque, je le rappelle, le Président doit partir au plus tard à 12h10. Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Edelstein, merci d'être ici aujourd'hui et merci de permettre ce dialogue. Comme ça a été beaucoup dit, le 14 mai, pendant que l'ambassade américaine était inaugurée à Jérusalem, des manifestations palestiniennes ont éclaté le long de la barrière qui sépare Gaza et Israël. Près de 60 personnes ont été tuées, de très nombreuses blessées, hommes, femmes et enfants désarmés. Si nous ne dénions pas le droit d'Israël de se protéger des menaces à ses frontières, il faut rappeler que l'usage de la force doit être proportionné. Or, ces personnes étaient désarmées. Quels que soient les actes que ces personnes aient commis, cela ne peut en aucun cas justifier l'utilisation de balles réelles. Israël est une nation technologique, reconnue pour ses savoir-faire, ses chercheurs, ses ingénieurs. Elle devrait savoir se défendre sans attenter à la vie humaine. Discernement et retenue, respect des normes internationales devraient présider à toute opération de maintien de l'ordre. Vous êtes le président de la Knesset, institution démocratique comme il y en a peu dans la région. Comment Israël compte-t-il se prémunir face à de tels actes qui violent les conventions internationales et donc garantir la protection des populations civiles et le droit à manifester pacifiquement? Merci beaucoup. Alain David. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice,
On ne peut s'empêcher de déplorer que le déplacement en grande pompe de l'ambassade américaine à Jérusalem, en dépit des résolutions internationales qui font de la ville sainte une capitale partagée, a certainement amplifié la mobilisation et la colère des Palestiniens. Hier, le Conseil de sécurité s'est réuni et plusieurs pays ont demandé des enquêtes indépendantes sur ces heurts sanglants et même une protection internationale pour les civils palestiniens. Vos militaires disent qu'a priori, ils tirent dans les jambes des manifestants, mais vous savez bien que quand on dit tirer dans les jambes des adultes, on peut toucher la tête des enfants. Merci. Merci. Éric Girardin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Edelstein, Israël, votre pays, est réputé pour les mesures prises pour se protéger des actes terroristes. La France a aussi réagi en adaptant son arsenal juridique et ses moyens, notamment en renforçant le renseignement et en donnant des pouvoirs nouveaux d'intervention et de contrôle aux forces de l'ordre. Il est désormais permis à nos policiers et gendarmes de garder leurs armes, par exemple, hors de leur période de service. Une mission a aussi été confiée à notre collègue Jean-Michel Fauvert, ancien patron du RAID, pour associer mieux les organismes de sécurité privés et les forces de l'ordre public afin de renforcer la coopération des différents services pour en accroître la sécurité et être plus performants. Quelles sont les mesures déterminantes prises par Israël pour accroître la sécurité et la prévention des attentats selon son territoire et à l'extérieur et qui n'existent pas en France ou pas à un niveau aussi élevé? Je vous remercie. Merci. Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Israël a le droit à la sécurité. Nous y sommes tous très attachés. Israël a le droit à la légitime défense. Et on en est convaincu, notamment quand on connaît la duplicité du Hamas. Pour autant, franchement, ce qui m'a surpris dans votre discours et dans votre prise de parole, c'est qu'à aucun moment vous n'évoquez cette disproportion des moyens. Israël a suffisamment de compétences pour ne pas tomber dans ce piège du Hamas. Et personne ne peut accepter, même en Israël, ces images insoutenables parce qu'il est normal de défendre sa frontière, il est normal de tirer quand les autres sont armés, mais pas sur une foule, peut-être manipulée, mais qu'importe. D'ailleurs, vous reconnaissez vous-même, et c'est cela que je ne comprends pas, que le Hamas ne réussit pas à mobiliser les foules de Gaza. Alors pourquoi à ce moment-là avoir cette attitude? Je pense que beaucoup d'entre nous aurions aimé peut-être un regret ou du moins une interrogation de votre part. Deuxième question très rapidement, sur le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Comment pouvez-vous croire que ce transfert de l'ambassade puisse être un préalable à un processus alors qu'il ne pourrait être que le terme d'un processus de réconciliation? Personne n'exclut un jour une ambassade à Jérusalem-Ouest s'il y a une ambassade pour un État palestinien de l'autre côté. Enfin, dernier point, et j'ai fini Madame la Présidente. Vous semblez raisonner à court terme, si je peux me permettre. Le chaos en Irak, le chaos en Syrie, la Turquie qui bascule, l'Iran qui se renforce, l'Arabie saoudite en prise au Yémen. Quel geste, quelle proposition, non pas de faiblesse, mais de négociation, Israël propose pour sortir de cet engrenage et pour à la face du monde garder sa force morale? Est-ce qu'on va rester éternellement dans les reproches entre les uns et les autres? Et est-ce que vous ne vous abaissez pas finalement à parler comme les Palestiniens avec leurs excès, sans proposer, en tout cas nous rassurer sur les mesures que vous pourriez proposer, notamment sur le blocus, sur les implantations, sur la situation en Syrie et en Iran, car il est bon de critiquer les autres, mais quelles propositions l'État d'Israël fait pour au moins désamorcer cet engrenage tragique dans cette région du monde? Merci, Monsieur le député. Pierre Cabaret. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. Je vous remercie pour votre présence. C'est un contexte particulièrement tendu et ça nous démontre une véritable volonté de dialogue avec la France. Il y a 70 ans, presque jour pour jour, naissait l'État d'Israël. Tout au long de cette période, Israël a forgé une économie prospère, une force militaire considérable et s'est imposé comme un des acteurs majeurs de la région. Israël est aujourd'hui divisé entre ceux qui souhaitent la primauté de l'identité juive
et d'autres qui s'inquiètent pour le caractère démocratique de leur pays. Le gouvernement israélien a récemment présenté un projet de loi renforçant l'identité juive de l'État et visant à faire d'Israël l'État-nation du peuple juif, de Jérusalem, une capitale unifiée. Ceux qui défendent ce projet mettent en avant l'importance de procurer un sentiment national, alors que les détracteurs s'inquiètent de politiques publiques menaçant la démocratie. Pouvez-vous nous dire les réels objectifs de ces mesures et ne craignez-vous pas qu'Israël, à défaut d'être un foyer pour le peuple juif, ne devienne véritablement une forteresse hermétique? Merci beaucoup. Pierre-Henri Dumont. Jacques Maire. Oui, Monsieur Edelstein, Monsieur le Président. Comme tous les autres collègues, merci pour votre présence et celle de Madame l'ambassadeur. Je souhaiterais aborder la question du statut de Jérusalem. Sur ce point, le droit international est sans ambiguïté. Le statut de la ville devra être déterminé dans le cadre de négociations afin de parvenir à une solution juste et durable, à savoir 2 États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, et ayant l'un comme l'autre Jérusalem comme capitale. Pourtant, depuis 1967, les colonies se sont multipliées dans le territoire occupé, dont Jérusalem-Est, et vous les connaissez bien. En octobre dernier, Israël a approuvé un vaste projet de nouveaux logements, près de 176, dans la colonie juive de Nov Zion, en plein cœur du quartier palestinien de Jabal Moukaber, dans Jérusalem-Est occupé. Ces dernières années, il n'y a pas eu de cessation de construction, de projets, d'appels d'offres, de lancement de chantiers. Et ceci malgré les résolutions régulières et permanentes du Conseil de sécurité, qui a affirmé, y compris en 2016, que la colonisation constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'une paix juste et durable au Proche-Orient. Face à cette politique d'urbanisation agressive, la population palestinienne de Jérusalem, en particulier, s'est enclavée. Les services sociaux et avantages vitaux auxquels les Israéliens ont droit à juste titre ne sont pas distribués de façon égale. Pour donner simplement un chiffre, alors que ces quartiers habitent 37% de la population de Jérusalem, ils ne reçoivent que 10% des budgets municipaux. Alors pour conclure simplement, non, madame, il m'en reste encore 26 secondes, après avoir transféré... C'est un calcul assez personnel, mais continuez, monsieur le député. L'ambassade américaine à Jérusalem, sans avoir résolu par la négociation aucun des sujets évoqués, nous ne voyons pas ce que le transfert de l'ambassade peut apporter comme bénéfice. Alors, Monsieur le Président, quel usage compte faire finalement l'État israélien de cet appui américain? Merci beaucoup, Monsieur le député. Guy Tessier. Merci, Madame la Présidente. Madame l'ambassadeur, Monsieur le Président, mes chers amis, beaucoup de choses intéressantes ont été dites et je voudrais sortir de la situation frontale dans laquelle nous nous sommes placés jusqu'à cet instant. Je voudrais parler de ce qui peut nous rassembler plutôt que de ce qui nous sépare. Et c'est vrai que le contexte actuel nous met les uns et les autres dans une situation très compliquée. Alors, je voudrais parler de culture, je voudrais parler d'innovation, je voudrais parler de science, je voudrais parler d'éducation et aussi je voudrais parler de francophonie. Et donc, votre visite, Monsieur le Président, survient à un moment particulièrement douloureux pour votre pays et difficile pour le nôtre, puisque vous le savez, sans doute, il y a à peine 2 jours, dans les rues de Paris, un nouveau meurtre a été commis par un extrémiste radical islamique. Mais on ne peut transposer une situation dans un autre pays. Il n'en reste pas moins vrai que je souhaiterais savoir, et particulièrement au niveau des parlementaires, les coopérations que nous pourrions avoir pour lutter ensemble justement contre le terrorisme. Quels sont les axes de coopération que vous imaginez? Et puis, j'ai une autre question à vous proposer en matière de stratégie et d'alliance au Moyen-Orient. La Russie a toujours été plutôt proche d'Israël, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, elle a participé à la création de l'État d'Israël. Comme dans toutes les relations de couple, je dirais, il y a eu des hauts et des bas, mais la relation reste néanmoins plutôt sereine, je dirais, entre Israël et la Russie. J'aimerais savoir aujourd'hui dans quelle position vous vous trouvez alors que ce grand pays est aujourd'hui l'allié incontestable de l'Iran, joue un rôle majeur en Syrie. Comment
jugez-vous ça à l'aune de ce qui se passe à l'instant et de ce pays qui est à la fois votre ami et le nôtre d'ailleurs et qui a une position tout à fait inverse à la vôtre. Merci beaucoup, monsieur le député. Je demande vraiment aux collègues de tenir dans la minute 30 si nous voulons que tous les inscrits puissent poser leurs questions. Merci beaucoup pour eux. Bertrand Bouix. Formidable. Maurice Leroy. Bien, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'Ambassadeur, il y avait une vieille publicité française qui disait « minimir, mais on va essayer de faire le maximum ». Donc, je vais limiter mon propos à l'accord iranien. C'est aussi pour détendre l'atmosphère. Il y a toujours besoin ici. D'abord, vous rassurer, Monsieur le Président, parce que notre commission des affaires étrangères reçoit, comme la commission de la défense de l'Assemblée nationale, reçoit nos services secrets et nos services de sécurité extérieure comme de sécurité intérieure. D'ailleurs, sous le contrôle de Madame la Présidente, la semaine prochaine, mardi prochain, nous recevrons le directeur c'est tout à fait exact, de la sécurité intérieure. Donc nous le faisons. Extérieur, les deux. Extérieur. Donc nous le faisons. Vous l'avez évoqué, donc je voudrais vous le dire. Et nous le faisons à huis clos, ce qui permet effectivement d'avoir de bonnes informations. Ensuite, j'aimerais vous faire réfléchir sur un point qui est tout à fait personnel. Faisons attention au plan international. Quand nous voyons le président Trump maintenant se rapprocher du président coréen, après toutes ces déclarations et toutes les actions qui ont eu lieu, y compris au plan nucléaire, et alors que les instances de contrôle international reconnaissent toutes, donc elles s'appuient bien sur les services spéciaux et services secrets, que l'Iran respecte l'accord, même si cet accord, comme tout accord, il est toujours perfectible. Mais cet accord est respecté. Comment voulez-vous, sur le plan international, on parvienne à une stabilité si les mauvais élèves, ceux qui donnent les mauvais exemples, comme la Corée, sont mis en avant alors qu'en Iran, l'accord est respecté? Je vous invite juste à cette réflexion. Merci beaucoup. Christophe Nejlen. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, la présence de votre délégation ici est importante. La situation israélo-palestinienne génère des passions, ou en tout cas elle les déchaîne. Et je pense qu'il est important d'arrêter les excès des deux côtés et surtout de faire preuve de mesure. On est tous d'accord, et mes collègues l'ont assez répété, sur l'importance capitale de la lutte contre le terrorisme. On a tous été victimes, on sait qu'on doit lutter ensemble contre ce fléau, mais il ne faut pas non plus faire d'amalgame entre tous les Palestiniens, dont certains avec des lance-pierres, et des terroristes. Nous sommes aussi d'accord de l'importance de la sécurité des frontières, mais attention aux méthodes qui sont utilisées. Vous le savez, en diplomatie, il est toujours plus facile de discuter entre pays, afin d'envoyer des signaux. Et ma question, aujourd'hui, elle est pleine de naïveté. Mais pourquoi Israël ne reconnaît pas, simplement, l'État palestinien? Et donc, ce serait un pas important dans le processus de paix, vous l'avez dit, qui n'est pas mort. Et imaginez la force de ce symbole et surtout l'espoir derrière que cela ferait naître. Merci. Merci, Bontan. Bien, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Edelstein, merci d'abord pour les réponses que vous avez apportées déjà aux questions de mes collègues qui m'ont permis de mieux comprendre un peu la situation. Mais malheureusement, je pense qu'il faudra beaucoup plus d'heures encore pour pouvoir épuiser la question. Je voudrais revenir moi sur d'autres sujets qui vont être plus consensuels. Israël est connu et reconnu depuis longtemps maintenant pour être l'un des États les plus performants dans l'innovation, et ce, depuis de très nombreuses années. J'aimerais savoir comment est organisé l'écosystème, notamment entre les centres de recherche, les incubateurs, les universités et les entreprises. Également, quels sont les échanges et les partenariats qui existent aujourd'hui avec les pays étrangers, autres qu'Israël, et comment la Knesset a contribué et continue à contribuer au développement de cet écosystème. Deuxième petite question, il y a une importante population d'origine israélienne en France. Elle était malheureusement victime d'attaques, de crimes que nous condamnons tous ici.
Et j'aimerais connaître votre position, votre sentiment sur la réaction de nos gouvernements successifs en France, également des médias français. Merci. Merci beaucoup. Je suis heureuse de donner maintenant la parole à la présidente du groupe d'amitié Franco-Israël qui assiste à notre commission, Élise Fagelès. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de me donner la possibilité de m'exprimer dans cette commission. Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'ambassadrice, je vous vois de loin, Monsieur le Président du groupe d'amitié Israël-France à la Knesset, cher Eli Elalouf. Je voudrais commencer mon intervention en partant de celle de notre collègue Lecoq qui espérait que la saison croisée n'ait pas lieu. Il me semble au contraire que la saison croisée doit être un grand moment de coopération culturelle, scientifique, universitaire entre la France et Israël. Et à ce titre, il est important de rappeler qu'en Israël, la liberté d'expression, la liberté de création sont absolument totales et que, à ce titre d'ailleurs, un grand nombre d'artistes, de réalisateurs notamment, eh bien, sont actuellement opposés à la politique du gouvernement, mais ont une liberté de création totale. Et je crois que c'est au contraire l'occasion de se connaître mieux, de s'interpeller comme c'est absolument le cas aujourd'hui. Donc moi, j'émets le vœu que nous puissions tous participer à la réussite de cette saison croisée. J'ai entendu tout le monde dire comme il était important de pouvoir vous entendre. Vous nous répondez avec franchise et honnêteté. Nous devons regarder nos relations parlementaires avec gravité, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des conditions difficiles, mais avec le plus d'honnêteté politique et intellectuelle possible. Nous avons déjà reçu une délégation de députés de la Knesset au mois de février. Je salue Meir Cohen qui en faisait partie. Et j'ai le souvenir de la rencontre avec Amir Ohana, notamment, qui est un député de votre parti, le Likoud, qui est sur des positions en matière de sécurité assez dures, comme vous pouvez nous l'avoir exposé, mais qui est aussi très en pointe sur les questions LGBT. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comme cette démocratie, cette pluralité démocratique fonctionne en Israël et cette relation. Donc comment, Monsieur le Président, envisagez-vous la coopération parlementaire sur des sujets, comme ça peut être le cas sur les questions LGBT, sur des questions sociales, de politique sociale, sur des questions environnementales ou sur des questions culturelles? Merci beaucoup, Madame la députée. Marion Laine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'ambassadrice, chère délégation. Nous avons largement évoqué l'usage disproportionné de la force déployée par l'État d'Israël pour des questions sécuritaires à l'encontre des Palestiniens. Cette escalade de violence déstabilisera à terme toute la zone, voire le monde entier. La France appelle donc l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité. Notre présidente et mes collègues l'ont rappelé aussi. Ainsi, pouvez-vous nous éclairer sur le rejet de votre État des demandes d'enquête internationale répétées, excellent moyen diplomatique pourtant d'apaiser la situation? Je vous remercie. Merci. Laetitia Saint-Paul. Monsieur le Président, face à des situations extrêmement compliquées, j'ai pour habitude de revenir aux sources. Et avant votre venue, j'ai pris soin de relire les reportages de Joseph Kessel portant sur la création de l'État d'Israël. Car je crois que, comme les hommes, les États ont une part d'inné et d'acquis, les États ont un ADN, et je crois que votre ADN unique par maints aspects vous oblige. Et depuis avril, nous pouvons constater une recrudescence des tensions entre l'Iran et Israël, et nous sommes tous convaincus qu'un conflit armé entre les deux États ne peut déboucher sur un avenir meilleur. Dès lors, quelles sont les décisions qu'Israël est prête à prendre pour réduire les tensions après plusieurs décennies de rivalité? Merci. Jacqueline Maquet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la délégation, vous avez exposé la situation qui résulte de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Si aux yeux d'Israël, Jérusalem et plus particulièrement sa partie ouest est considérée par l'État hébreu comme sa capitale, l'immense majorité de la communauté internationale, dont la France, reste attachée au statut de ville internationale qui est celui de la ville 3 fois sainte. Le président de la République, tout comme le ministre des Affaires étrangères hier, dans notre hémicycle, ont rappelé que si les liens qui unissent la France et l'Israël sont particulièrement forts, une solution à deux États est l'objectif impératif de notre diplomatie et c'est la position constante de la France depuis plusieurs législatures déjà. Aussi,
Au-delà du drame humain, des drames humains qui ont émaillé la région en ces derniers temps, l'objectif de paix et d'une solution pacifique à ces deux États doit être maintenu, car elle est impérative tant pour les Israéliens que les Palestiniens, mais aussi pour la paix internationale. Plusieurs résolutions de notre Assemblée ont été votées en ce sens, tout comme aux Nations Unies par la résolution du 23 décembre 2016. Je ne doute pas, Monsieur le Président, qu'en votre qualité de président de la Knesset, vous savez quelles valeurs ont ces actes. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous indiquer quelles seront les conséquences des événements de ces derniers jours sur le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que votre regard personnel et celui de votre Assemblée sur cette situation très critique? Merci. Merci beaucoup. Martine Le Guy-Ballois. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président de la Knesset d'avoir bien voulu venir exposer devant nous. Moi, je fais un petit peu partie des utopistes et je ne peux pas oublier le concert de Daniel Barenboim en 2011 avec des Palestiniens à la fois et des Israéliens. C'était quelque chose qui nous a fait beaucoup rêver. Maintenant, est-ce que c'est encore possible? Vous dites que le processus de paix n'est pas terminé. Je voudrais vous poser une question. Dans le cadre du festival DLD de Tel Aviv, l'innovation numérique, l'an dernier, le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi s'est rendu la veille de l'ouverture du festival dans les territoires palestiniens et a visité l'incubateur palestinien Leaders. Il se trouve que j'ai eu à rencontrer, comme le disait la présidente de France Amitié Israël, des jeunes qui espèrent beaucoup dans la saison France-Israël 2018. Et il se trouve que ces jeunes disent qu'incontestablement, du côté israélien et du côté palestinien, ils ont envie de travailler ensemble dans une alliance numérique et que par ce biais, peut-être qu'un jour la paix reviendra et que c'est une question de génération. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Sonia Krimi. Merci Madame la Présidente. Alors, il y a un proverbe arabe qui dit « Moi et mon frère contre mon cousin, et moi et mon cousin contre l'ennemi étranger ». Il y a même Ishaq Rabin qui dit « On ne fait pas la paix avec des ennemis, on fait avec des amis plutôt, on fait la paix avec des ennemis très peu recommandables ». Comme vous venez de nous écrire, il semble que, comme vous le dites, vous avez une guerre autour de vous, vous avez des bras armés un peu de l'Iran, au Liban avec Hezbollah et en Syrie. Donc, dans ce contexte de tension, il me semble qu'il est opportun, beaucoup plus opportun aujourd'hui, de reprendre le dialogue avec les Palestiniens. Et comme un premier signal, faire preuve plus d'humanité et de retenue aujourd'hui face, non pas à l'ordre de personnes qui veulent avoir la vérité, et la liberté plutôt, mais face à des personnes qui veulent réellement avoir de liberté. Il me semble ici qu'il est opportun de rappeler que ce n'est pas ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe qui est comparable aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza. Je pense que c'est hasardeux et je pense que c'est dangereux. Vous semblez nous dire que c'est pas normal qu'ils refusent des médicaments estampillés de Sahel. Ben, eux, ils veulent pas de votre charité. Ils veulent juste être libres. Et je pense que vous, je parle à l'homme ici, vous, monsieur le Président, qu'à l'âge de 29 ans, vous avez rejoint Israël, vous, que vous savez ce que ça veut dire réellement être dans les camps de Sibérie, vous savez ce que ça veut dire être victime de fausses accusations. Aujourd'hui, est-ce que l'homme, c'est à l'homme à qui je parle aujourd'hui, vous pouvez admettre aujourd'hui qu'on peut avoir, je sais que votre position est contraire, vous pouvez avoir deux États avec capitale qui est Jérusalem. Je sais que votre position politique, elle est contraire à cela. Et je me pose la question, et ça c'est une remarque très personnelle pour finir, comme beaucoup d'hommes politiques qui sont d'origine étrangère en France, ils veulent devenir plus français que les Français. Je me pose une question aujourd'hui, si vous ne voulez pas devenir plus israélien que les Israéliens ou plus juif que les juifs. Et ça, c'est très dangereux dans le processus de paix. Merci. Merci beaucoup. Jean-François Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'ambassadrice. Dans le silence. Merci de votre présence. Monsieur le Président, moi je voudrais revenir sur la situation de ces derniers jours. Merci. Je voudrais revenir sur la situation de ces derniers jours, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup ont dénoncé
une occupation meurtrière quand d'autres ont défendu une riposte. J'ai deux questions. Chers collègues, Il y a une occupation à Gaza. On a le droit de penser ce qu'on veut, non? Il n'y a pas d'occupation à Gaza. C'est ce qu'on veut. Chers collègues, puis-je vous demander, chers collègues, nous sommes dans une audition publique, vous êtes regardés, nous avons tous le sens des responsabilités, je n'en doute pas. Et donc je vous demande de vous entendre dans une compréhension mutuelle. Chacun peut et a pu s'exprimer et donc de garder la retenue et l'esprit de responsabilité qui sied à cette rencontre. À Jean-François Mbaye et exclusivement. Merci Madame la Présidente. Je dis et je relais ce que beaucoup ont pu lire, et c'est avec conviction que je dis, que cela vous plaise ou non, monsieur le député Meyer Habib, beaucoup ont dénoncé une occupation meurtrière quand d'autres ont défendu une riposte. Ma question, monsieur le Président, elle est toute simple. De nombreux pays ont appelé à une enquête internationale. Aujourd'hui, en votre qualité de président de la Knesset, je voudrais vous demander, est-ce que l'État d'Israël y serait favorable? Une deuxième question, dans ce conflit de Gaza, j'aimerais aussi vous entendre sur la position que joue l'Europe. Pensez-vous que l'Europe joue le rôle? Et puis, sans récupération politique ni porte-parole d'aucune organisation politique, j'aimerais aussi vous entendre sur la situation de M. Hamouri, qui est un concitoyen français, dont les proches vivent sur ma circonscription. Je ne doute pas une seule seconde que les droits de la défense soient respectés en Israël, mais il est important, je pense, de vous entendre. Peut-être que vous nous éclairiez sur cette situation. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je crois que vous avez été très nombreux à vous exprimer et il en est bien ainsi. Meyer Habib m'a demandé la parole tout à l'heure. On va essayer de calmer un peu les choses. Il y a juste 30 secondes. Il y a le mot francophonie qui a été prononcé. Je voulais mettre un vœu et je voulais avoir une demande au président de la République. Il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël qui a près de 900 000 francophones. Cet État n'appartient pas à la francophonie parce qu'il y a un veto automatique de pays quasi terroristes qui s'opposent à cela. On n'a pas arrêté de faire des reproches à Israël, d'après ce que j'ai entendu de la part de tous mes collègues. Je dis, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans une année croisée, une année de culture, une année d'amour, une année de partage. Alors rapidement, de grâce, il faut qu'Israël, qui comprend près de 900 000 francophones, intègre la francophonie. Ce sera le meilleur signe qu'on puisse montrer pour montrer que la France a une influence. Parce que si nous, Français, n'arrivons pas à faire rentrer Israël dans la francophonie, c'est qu'il y a un vrai problème. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le Président, c'est à vous. Pour quelques minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, avec votre permission et la permission de tous nos collègues, je voudrais dire quelques points qui ont été soulevés et qui entendront un petit peu du français. Je vais demander à Monsieur Elalouf de répondre à la question des écosystèmes que Botan a posé comme... Mon français vient du fait que j'ai été colonisé par les Français. Je viens du Maroc, je suis né au Maroc, je suis arrivé en Israël à 22 ans, tout en gardant mon amour pour le Maroc et Israël d'une autre façon, et surtout Israël, puisque j'en ai fait mon pays à 50 ans. Deuxièmement, je dois vous dire qu'une donnée de base vous manque. C'est les chiffres et la vérité des fois. D'abord, il y a eu 100 morts sur la bande de Gaza. C'est dramatique. C'est insupportable. Pas pour vous seulement, pour nous aussi. Pour nos soldats qui ont été obligés de faire ça. Malgré toutes les mises en garde, les réservations d'action des soldats d'Israël face à cette situation. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et j'écoutais ce qu'on a dit, comment se préparer à ces journées, qui n'étaient pas liées du tout à l'ambassade, à la mise en place d'ambassade. Recherchez les documents.
Donc un peu de vérité, ça ne gênerait pas. Et je dois vous dire, j'étais fier d'être israélien quand à la Commission des Affaires étrangères, j'écoutais l'armée parler de ça. Écoute, vous ne pouvez pas vous imaginer la situation dramatique de ces soldats qui devaient donner les ordres. Ils n'ont le droit de tirer qu'à balle par balle, seulement des tireurs d'élite. Pas tous les soldats ont le droit de le faire. Plus de 100 et quelques mille personnes en 5 semaines ont fait des manifestations. Pas d'enfants de cœur, excusez-moi l'expression. Ils ont été menacés pour qu'ils aillent sur cette frontière qui est irréprochable sur le plan international. Et on leur a demandé, enfants, femmes surtout, soyez les premières, mais le patron qui a osé enterrer son frère vivant, c'est lui qui a donné l'ordre. Personne ne rappelle ça. Quel dirigeant serait respecté dans quelconque pays s'il y avait les dirigeants de la bande de Gaza aujourd'hui qui sont en place? Donc retenez ça. Deuxième donnée très importante. Du Jourdain à la Méditerranée, messieurs, il y a plus de Palestiniens que de Juifs. 8,5 millions, 6,5 millions. Et n'oubliez pas une donnée de base. On a créé un État juif, mais démocratique. Et malgré ça, on arrive à faire dans la démocratie d'Israël, et Monsieur le Président du Parlement le fait de façon extraordinaire, je dois vous le dire. Et je ne suis pas toujours d'accord avec la droite, puisque je suis droite-gauche comme ça, dans la coalition gouvernementale. Oui, oui, on peut l'être. Dans la réalité, pas dans la théorie. Moi, je travaille en collaboration étroite, c'est ça ce que m'a demandé le président, avec Hanin Zouabi, avec Ahmed Tibi, avec Jum'a. Moi, d'ailleurs, et mon copain et mon ami Meir, d'ailleurs. Jum'a Azbarga. Azbarga de Bédouin du Sud. J'habite Beersheva, d'ailleurs. Voisin de Bédouin. Et vous ne connaissez pas toutes ces réalités et vous faites de nous des intouchables. Pas venir en activité culturelle chez nous. Vous, la France, la terre et le pays de la liberté de l'expression. Mais pour qui vous nous prenez? On n'est pas venu vivre en Israël pour créer un État, comment il l'appelait, terroriste. Nous, terroristes. La France, je vais vous le dire, est très responsable de la création de l'État d'Israël. Et je vais vous dire depuis quand. Vous ne connaissez pas l'histoire. Votre histoire française. Il y a 150 ans, la première école moderne d'Israël a été créée par la France. Elle s'appelle Mikvé Israël et elle existe aujourd'hui encore. Et l'année prochaine, on va fêter les 150 ans de la création de l'école de Mikvé Israël. Comme a dit M. Ben Gurion, sans Mikvé Israël, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Un autre point que vous devez savoir. Seuls les Juifs n'ont pas le droit d'habiter en Palestine. Ce n'est pas du racisme. Vous avez oublié ça. Quand on a quitté Gaza, quel drame, détruire nos synagogues, nos cimetières. Mais on l'a fait pour chercher la paix. Et on pensait que ce serait le début de la paix que tout le monde cherche, et nous surtout, parce qu'on vivrait encore mieux s'il y avait la paix. Laisser ma femme à Beersheva, à 500 mètres des Bédouins, ce n'est pas une fleur tous les soirs, parce que je travaille à Jérusalem. Alors sachez on souffre en Israël. Ce n'est pas une affaire de plaisir. Ce n'est pas un plaisir pour un soldat de tuer un gosse ou quelqu'un qui est venu, à qui on a dicté le besoin de faire mal à Israël. Excusez-moi, moi je dors avec la télévision française. Elle m'endort des fois. Mais quel reportage tellement penchant, faux, des terminologies inexistantes. Venez, on vous invite. Mon amie Élise est venue, mais venez vous aussi. Venez, on peut faire des collaborations intercommissions. On peut vous faire avec vous cela. Venez voir la vraie réalité, jugez-la vous. Vous ne serez pas interdit d'aller vers
vers Ramallah et ailleurs. Vous verrez la vérité de Ramallah et d'ailleurs. Et moi, je suis comme vous, madame. Oui, allez à Ramallah, c'est pourquoi. Ah oui, vous avez vu à Ramallah le développement qu'il y a, et pourvu qu'il y ait encore plus, allez vers ça. Vous avez parlé de collaboration dans les différents domaines. Allez dans maintenant les centres de développement qu'il y a à Nazareth et à Ramallah. Alors, je vous en prie, faites pas de votre savoir la réalité absolue. J'en fais pas de la mienne une réalité absolue. Merci. Okay. Le président va prendre la parole et puis nous verrons ensuite. Avec votre permission, je retourne à l'anglais parce que je me sens un peu. Non, non, mais je me sens un peu insécure. Alors, en anglais, c'est. Je voudrais parler de l'espoir. J'étais, en tant que membre du comité de la sécurité, je voulais aussi parler de Gaza, peut-être que je vais y arriver, mais très brièvement, je voudrais parler de l'espoir, parce que moi je viens de la gauche, je viens de la solution à 2 États, que ça va prévaloir. Mais si vous allez voir les Israéliens dans la rue, qu'ils soient de gauche, de droite, la plupart d'entre eux diraient très tristement de ce qui se passe à Gaza. Si vous leur posez la question, est-ce que cette solution à 2 États est possible? Je ne suis pas tellement certain que même des gens de gauche y croient encore. Ce n'est pas simplement avec tout le respect qui lui est dû, la cause de mon gouvernement. Il y a des responsabilités extrêmement lourdes du leadership palestinien. Malheureusement, la plupart de leurs efforts, financièrement et autres, c'est avec l'intention de payer de l'argent à des terroristes, aux familles des terroristes. 10 millions de shekels, c'est-à-dire 2 500 000 € par famille de terroristes qui ont tué des Israéliens. Comment est-ce que vous voulez que ça continue comme ça? Dans mon parti, le Parti travailliste, il faut se séparer des Palestiniens. C'est la seule façon de maintenir un État démocratique en Israël. Mais si vous parlez de l'espoir, je vous supplie, allez voir l'autre côté, à ses partenaires aussi. Ce que je voulais rencontrer, comme Yitzhak Rabin voulait le faire quand moi j'étais son assistante, je ne sais pas ce qu'il ferait de nos jours, mais si vous ne voulez pas perdre l'espoir, allez voir l'autre côté. Comprenez ce que signifie au long terme le potentiel économique, qui est une des choses avec lesquelles je suis occupé récemment. Allez voir l'autre côté, dites-leur les mêmes choses quand vous parlez des gens qui vivent à Gaza. Lorsque nous étions en commission de sécurité, nous avons vu dans les yeux de nos soldats, c'était à huis clos, donc je partage quelque chose avec vous qui était beaucoup plus émotionnel qu'autre chose. Vous pouviez voir dans leurs yeux la responsabilité, leur inquiétude de ne pas vouloir, ils ne voulaient pas tuer les gens. Mais est-ce que vous étiez tellement tolérant aussi si on vous envoyait des cerfs-volants enflammés pour brûler les champs de la Provence? Est-ce que vous resteriez impuissant? Votre collègue ici vous pose une question sur les technologies. Mais oui, il faut développer des technologies tous les jours. Autrefois, c'était les tunnels, c'était notre ciment qui était envoyé dans la bande de Gaza, qu'il était utilisé pour construire des tunnels sous nos villes, sous les kibboutz. Ce n'est pas seulement des missiles, donc bien sûr, il faut être très innovant, parce que nous sommes dans une situation où nous nous disons, mon Dieu, l'an prochain, en fait, la semaine prochaine, on va avoir une grande fête, lorsque l'on commémore une fête, lorsque on célèbre les fêtes. Mais regardez ce qui se passe, tous les champs autour de Gaza sont brûlés. Grâce à Dieu, personne n'a été blessé jusqu'à présent, mais je vous dis, venant de quelqu'un de la gauche, venant de quelqu'un qui a grandi sur cet espoir, je vous dis, c'est beaucoup plus complexe cette situation que vous ne pouvez l'imaginer. Donc nous avons besoin de votre soutien et merci pour votre amitié pour Israël. Madame Chair,
Madame la Présidente, je suis certain que mes collègues ont beaucoup à dire, mais je voudrais répondre à plusieurs questions. Pardonnez-moi si je ne répète pas à nouveau les choses que j'ai déjà dites. Et donc, je voudrais relever certains points. Il y a eu une question concernant 3 ou 4 fois sur le fait de tirer sur des gens qui sont désarmés. À nouveau, je veux faire référence à beaucoup de vidéos qui ont été publiées par Tsahal. Les gens étaient armés. Les soldats de Tsahal ne tiraient pas sur des gens désarmés. Les soldats de Tsahal n'ont pas été visés par des gens désarmés. Les mines, les bombes placées sur la frontière ne l'ont pas été par des gens désarmés. Oui, il y a eu des victimes. Oui, il y a eu des morts et des blessés. Mais c'est la situation. On ne peut pas comparer cela à quoi que ce soit d'autre. Nous savons comment nous faire face à des manifestations violentes, que ce soit des syndicalistes ou des manifestants de la partie arabe d'Israël. Mais il n'y a jamais eu de munitions réelles qui étaient tirées, des tirs à balles réels contre nos soldats, contre nos policiers. Ici, ça a été le cas. Les Palestiniens ont des droits historiques, etc. Quand moi j'ai rejoint le gouvernement, quand j'étais élu pour la première fois, et je suis tout de suite devenu ministre, c'était il y a 22 ans. Nous avons eu cet accord de Hébron, qui n'est toujours pas mis en place. Le gouvernement de droite, entre guillemets, de Benjamin Netanyahou a reconnu et a signé les accords de Hébron. Les gens dans cette pièce savent beaucoup de choses et le savent. Hébron est une ville juive historique. Personne ne met ça en question. Le tombeau des patriarches y est. Nos patriarches sont enterrés là-bas. Le gouvernement n'a pas dit que Hébron n'est pas une ville juive. Le gouvernement n'a pas dit Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas nos ancêtres. Ça dit nous reconnaissons la réalité politique. Hébron sera dirigé par les Palestiniens. J'attends toujours que des dirigeants palestiniens disent exactement la même chose. Jérusalem, c'est très important pour nous. Jérusalem, oui, nous avons des droits sur Jérusalem. Jérusalem, c'est la mosquée sur le mont du Temple. Mais nous comprenons que la réalité, c'est que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Qu'est-ce qui se passerait? Je pense que je ne veux pas être cynique, certainement pas. Mais certains disent, maintenant, il n'y aura pas de processus de paix parce que l'ambassade américaine a été transférée à Jérusalem. Maintenant, il n'y aura pas de paix. Maintenant, les choses vont être difficiles. Un instant. Quelqu'un a entendu parler d'un processus de paix ou de négociation de paix récemment? Est-ce que la situation était merveilleuse? Et à nouveau, d'accord. Netanyahou, bon, j'ai compris. Netanyahou est un gouvernement de droite. Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, était à Bruxelles pour parler au Parlement européen. Aujourd'hui, après que Abou Mazen, pas le Hamas, Abou Mazen, a parlé au Parlement. En public et en privé, il a appelé Abou Mazen de venir le rencontrer, de parler avec lui. Avez-vous entendu parler de ces négociations? Moi, je n'en ai pas entendu parler. Moi, j'appelle publiquement, à partir d'ici, ici, vous dites, madame, que c'est public, cette audience. J'appelle le président de n'importe quel parlement arabe qui peut venir me voir quand il veut. Tout membre du Parlement européen qui m'a visité a reçu la même demande. Revenez avec les membres des parlements arabes. Nous voulons travailler avec eux, coopérer avec eux. Je ne le dis pas ici au Parlement français, je dis exactement la même chose à mes concitoyens en Judée, Samarie et en Israël. Nous voulons la coopération. Nous voulons construire des mesures de confiance. C'est au bénéfice de tout le monde aujourd'hui. Et des déclarations politiques et des résolutions qui disent nous ne devons pas utiliser ceci ou cela parce que les colonisateurs ou les gens qui vivent dans les colonies vont en profiter, ce n'est pas une réponse. Moi, j'ai une recette pour améliorer la situation immédiatement à Gaza. Mes collègues l'ont déjà mentionné. Ils vous ont déjà dit ce qui se passait à Gaza. Moi, je suis allé voir les tunnels.
à Gaza. Chaque tunnel coûte des millions de dollars. Et je n'exagère pas, des millions de dollars. On ne parle pas le comte de Monte Cristo qui tente de s'échapper. Non, il s'agit véritablement d'énormes tunnels avec des millions de dollars. Chaque missile coûte des milliers de dollars. Chaque fois que je vois un missile dans l'air, chaque fois que je regarde un tunnel, je vois quoi? Je ne vois pas ça. Je vois des couches, culottes, je vois des médicaments, je vois tout ce qui peut améliorer la vie des Gazaouis. Tout ce qui pourrait améliorer la vie des Gazaouis. Il est légitime que les Gazaouis aient un budget de la défense, mais il y a une petite différence. Ils ne sont menacés par personne. Est-ce que les Égyptiens menacent les Gazaouis? Est-ce que les Jordaniens menacent les Gazaouis? Est-ce que les Israéliens les menacent? Non. Les Israéliens sont retirés de Gaza. Personne ne les menace. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces tunnels? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de construire des missiles s'ils ont véritablement un manque de nourriture? À nouveau, les services, de quoi vous parlez? Des services secrets? Non, non. Moi, je parlais de quelque chose, et ce n'est pas un secret d'État. Nous partageons les documents iraniens, nous avons partagé les documents iraniens avec certains, collègues à travers le monde. Les Américains l'ont déjà, et certains pays européens l'ont déjà aussi. Et les Français aussi. Bien sûr, c'est exactement ce que je dis. Et après, on ne les a pas briefés, on les a donné les documents eux-mêmes. Eh bien, rencontrez les gens de vos services secrets. Je suis absolument certain que vous voyez leur activité et vous êtes en relation avec vos services. Les enquêtes. Israël enquête chaque mort d'un civil, chaque incident. Sur les enquêtes internationales, moi j'ai mes doutes, parce que je voudrais vous rappeler qu'il y a eu cette célèbre enquête Goldstein à Gaza. Ce qui est moins connu, c'est que ce que le juge Goldstein a dit 3 ans après avoir terminé l'enquête. Il a dit qu'il n'a pas eu de bonnes informations, qu'il a été abusé. C'est ses propres mots. Donc moi j'ai mes doutes sur le droit d'enquêter. N'oubliez pas, on parle de démocratie, avec un système juridique indépendant, avec un parlement. C'est pas on va aller chercher à enquêter un pays sous dictature. Donc moi j'ai mes doutes sur les commissions d'enquête internationales. Beaucoup d'autres problèmes, un ordre du jour positif aussi. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, vous avez posé énormément de questions, même sur vous, le président du groupe d'amitié franco-israélien. Ça, c'est la chose la plus importante. Les membres du Parlement ne sont pas tous des ministres des Affaires étrangères, mais nous pouvons développer la coopération entre nos parlements au bénéfice de tous nos concitoyens. On peut se concentrer là-dessus. Et s'il vous plaît, je n'ai qu'une seule demande. J'ai entendu des questions très dures, des questions moins dures, des questions amicales. Une chose. J'ai mes propres problèmes d'audition lorsque quelqu'un ici s'arrête à un pas du boycott. Appel au boycott. Les appels au boycott sont illégaux en France. Donc, vous ne pouvez pas dire aux autres « respectez la loi » et appeler en même temps à un boycott, alors que c'est illégal en France. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je vais résumer avec quelque chose de personnel. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Et je vais conclure avec ça. Parce que vous avez posé une question extrêmement personnelle, madame, sur mon passé en tant que prisonnier de conscience. Et je voudrais vous dire quelque chose de très clair. Il s'est ainsi. Je ne sais pas ce que peut être la douleur d'une mère palestinienne parce que le Hamas a entraîné son fils à attaquer contre la barrière. Mais je sais ce que c'est que la souffrance. J'ai entendu le KGB menacer de tuer ma femme. J'ai entendu le KGB me menacer de mort. Je les ai entendus poursuivre mes enfants. J'ai entendu cela. Je voudrais vous dire une bonne chose.
Je vous promets que c'est pas moi, c'est vous tous. Quand vous dites il faut comprendre, ils sont tellement désespérés, ils ne voient aucun avenir lumineux, ils font ça parce qu'ils sont désespérés. Je voudrais vous promettre une chose, jamais, jamais dans ma vie, ça a traversé mon esprit que lorsque les officiers du KGB ont menacé de briser le crâne de ma femme, ça a été d'aller et de tuer leurs enfants, de poignarder leurs enfants. Je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. S'il vous plaît, une demande très personnelle. Je sais ce qu'est la souffrance, je sais ce qu'est le manque de démocratie. Merci, monsieur Elalouf, de m'avoir soutenu. Merci d'avoir rendu la démocratie aussi vibrante que cela. Mais s'il vous plaît, sur le plan personnel, je vous supplie, ne tentez pas de comprendre des terroristes. Non. Il n'y a pas de souffrance. Rien au monde ne justifie de faire exploser des autobus ou de faire des attaques terroristes contre des citoyens ou de poignarder des civils dans les rues ou même près de l'Opéra, près de la place de l'Opéra ici, à Paris. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je voudrais vous remercier tous, chers collègues, et vous précisément, Madame la Présidente, pour votre attention et votre temps. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup de ce moment d'échange et de dialogue. Je pense que c'est bien de nous avoir entendus. Je pense que c'est bien que chacun des collègues ait pu s'exprimer. Je vous rappelle que nous sommes ici en France tous unis dans la condamnation unanime du terrorisme et dans la lutte de tous les jours contre le terrorisme. Permettez-moi de faire deux remarques, Monsieur le Président, avant de vous remercier, franchement et sincèrement de la qualité de nos échanges, qui, je crois, peut-être peut faire avancer les choses. La première, c'est sur l'accord de Vienne. Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé et dont je vous donne acte volontiers. Vous avez dit qu'il vous semblerait utile de renégocier cet accord. Ceci, je considère que c'est une porte à demi ouverte et qu'au fond, vous entendez la nécessité d'un accord pour la stabilité de la région. Et je le prends comme quelque chose d'encourageant. Les accords peuvent toujours être améliorés. Mais il est mieux d'avoir un accord que de ne pas avoir d'accord, même si nous considérons effectivement que nous devons l'améliorer. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, vous avez longuement parlé de Gaza, Monsieur le Président, et je vous ai entendu. Je suis allé à de très très nombreuses reprises en Israël, pour des raisons en particulier privées, et je suis allé à Gaza aussi. Et Gaza, vous le savez, est une sorte de prison à ciel ouvert. Je pense qu'il y a une responsabilité extrêmement importante des dirigeants de Gaza. Extrêmement importante. Et je pense qu'ici, nous le regardons en face et avec lucidité. Mais je pense qu'il y a une responsabilité partagée. Que quand un peuple ne peut pas cultiver, exporter, pêcher, vendre, vivre, tout simplement vivre, avoir ses droits, ses propres droits, vivre dans la dignité, eh bien, il est dans le désespoir. Et vous le savez, Monsieur le Président, les mots que vous avez eus sur votre vie et votre parcours et votre itinéraire personnel, je suis sûre, vous rendre au fond ouvert à cette réalité-là. Vous avez des partenaires qui ne sont pas des partenaires faciles, qui sont souvent divisés, qui ont des stratégies opposées, qui ont quelquefois des arrière-pensées. Nous l'entendons. Nous entendons cette difficulté majeure. Mais au fond, j'ai parlé tout à l'heure du chemin exigeant de la paix. Il n'y en a pas d'autre, Monsieur le Président. Et j'espère que cette réunion aura pu faire avancer cette belle idée-là. C'est la seule pour renouer demain avec l'espoir. Monsieur le Président, un grand merci à vous.